Bonjour à tous. Alors le caillou déconfiné du jour, c'est ce gros caillou qui en fait est une roche magmatique très claire, grenue et composée essentiellement de feldspath. C'est une roche qui s'appelle une anorthosite. Alors elle vient pas de France, elle vient de terrains beaucoup plus anciens. Celle-ci m'a été envoyée d'Afrique du Sud par un collègue. Et je lui avais demandé cette roche parce que cette roche est un bon analogue de ce que l'on trouve au sol, sur le sol lunaire. Depuis l'émission Apollo, on a pu échantillonner le sol lunaire, et puis pour simplifier un peu à outrance, c'est assez simple finalement, géologiquement, la Lune. Il y a les mers lunaires qui sont essentiellement remplies de roches de type basaltique, et puis il y a les continents lunaires, ces espèces de zones plus claires, aussi plus rugueuses, avec des altitudes un peu plus élevées, et celles-ci sont essentiellement composées d'anorthosites. Alors, comment on forme ces anorthosites? C'est quelque chose c'est un processus magmatique que je trouve assez marrant. C'est dans un liquide magmatique, en général, donc on a une chambre qui est remplie de magma. Cette chambre magmatique refroidit et les minéraux cristallisent. Le cas traditionnel, c'est que les minéraux qui cristallisent sont plus denses que le magma et tombent au fond de la chambre magmatique. Ça, c'est quelque chose qui est très très bien documenté, et on connaît de par le monde tout un tas d'intrusions basiques litées, où on a un litage magmatique, des minéraux qui ont sédimenté tranquillement dans la chambre magmatique. Ce qui est amusant avec les anorthosites, c'est qu'on a eu un processus un peu différent, c'est-à-dire que la chambre magmatique était remplie de magma, elle refroidissait, mais lors de leur formation, les plagioclases, donc les feldspaths qui cristallisaient dans le magma, avaient une densité plus faible que le magma. Et du coup, ils flottaient sur le dessus de la chambre magmatique, sur une espèce de mousse de plagioclase. Et du coup, on a un processus ici qui est un peu avec un tri par densité, encore une fois, mais un peu différent de ce qu'on connaît généralement. Donc il faut imaginer sur la Lune un processus de grande échelle qui a pu faire une espèce de mousse de plagioclase à la surface de la Lune. Alors, bon, ça c'est quelque chose qui est bien documenté, et lorsqu'on fait l'analyse géochimique des roches de la Lune, on se rend compte, et notamment qu'on regarde les compositions en terres rares, des éléments assez rares, mais qui sont très riches en informations sur les processus magmatiques, on s'est rendu compte que les teneurs en europium de ces roches-là sont très particulières, sont extrêmement riches, et l'europium, c'est une terre rare qui a un comportement très particulier, qui aime les plagioclases, donc c'est normal de la retrouver en abondance dans ces roches riches en plagioclases. Mais du coup, la quantité d'europium que l'on trouve dans ces roches est à l'inverse celle qui reste dans les roches à l'origine des basaltes lunaires. Nous, je dis nous, mais c'est pas moi qui ai fait ça du tout, mais on fait dire aux chercheurs que la Lune était passée par un stade d'océan magmatique généralisé. Donc, après sa formation, la Lune était entièrement fondue, il faut imaginer une espèce d'énorme boule de magma, avec à sa surface une espèce de mousse ou d'écume de plagioclase. Donc voilà, alors ces histoires d'océan magmatique, c'est quelque chose qui est très intéressant. Sur Terre, il y a encore un peu de débat quand même sur cette possibilité que la Terre ait, comme la Lune, connu un moment d'océan magmatique. Mais la plupart des chercheurs pensent effectivement qu'il y a eu des températures suffisantes au début de l'histoire de la Terre pour avoir un océan magmatique, alors peut-être pas avec une fusion totale du manteau, mais avec un manteau largement fondu. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.